Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Alors aujourd'hui, je suis content de recevoir mon ami Karim Benaitou Slimane. Alors, il nous vient avec un excellent roman. Alors, Karim est universitaire, il est militant. Il est là en France depuis quelques années, bien sûr. Alors, son roman s'appelle Extinction du domaine de la lutte. Alors, vous le conseille parce que il parle de la France comme ne parlent pas les médias, on va dire, les plus dominants. Et on retrouve des thématiques qui ne sont pas toujours abordées ni par la fiction française, ni par les médias français dans l'ensemble. Karim, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Merci Dayoussef, merci. Et d'ailleurs, je commence par un chaleureux remerciement Dayoussef, vraiment comme figure intellectuelle, figure de la littérature algérienne, mais aussi figure du paysage culturel algérien avec beaucoup de sagesse. Et nous en avons vraiment besoin en ce moment. Merci. Voilà, donc je commence par remercier Youssef. Je remercie aussi les responsables de l'Impondérable pour leur accueil. Et puis évidemment, le public. Merci vraiment pour cet honneur que vous me faites par votre venue. Merci beaucoup. Alors, extinction du domaine de la lutte, il y a tant de choses à dire, intéressantes sur le roman. Alors, j'oserais quand même cette question. Est-ce que ce roman n'est-il pas le roman d'un amour impossible entre Gabriel et Nejma? C'est le roman d'un amour, ça c'est certain. Impossible, je ne sais pas ce que j'utiliserai ce terme parce que je ne sais pas ce que serait l'amour possible. Oui, parce que dans l'amour, il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui pousse les êtres à sortir de leur, à sortir de ce qui rend les gens très ordinaires. L'amour est extraordinaire parce que il y a une sorte de déterritorialisation, un mouvement de déterritorialisation qu'on retrouve chez les êtres passionnés généralement. Et d'ailleurs, c'est l'une des facettes de ce titre, Extinction du domaine de la lutte, qui dialogue évidemment avec le titre de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, par ce fait de la déterritorialisation, c'est-à-dire par ce mouvement de sortie de l'ordinaire. Parce que Houellebecq, dans son roman, a posé la question qui est très légitime, même si malheureusement il a très mal tourné par la suite, mais à l'époque de l'écriture de son roman Extension du domaine de la lutte, on pouvait dire qu'il était un écrivain de gauche, ou en tout cas critique, on va dire, du libéralisme de manière générale. Et donc lui, à l'époque, a posé la question de l'homme qui s'inscrit dans la lutte imposée par le système libéral de manière générale, la lutte matérielle, mais aussi justement la lutte charnelle, la lutte sexuelle qui contamine les corps. Et moi, je suis parti avec ce projet d'une autre question. C'est-à-dire la question de l'homme qui refuse, ou de tous ceux et de toutes celles qui refusent de s'inscrire dans ce champ de lutte libérale caractérisé par l'intérêt matériel, mais même l'amour considéré comme une conquête, comme une conquête sur l'autre, une victoire sur l'autre. Et donc j'ai posé cette question avec le personnage de Gabriel, qui lui, à un certain moment, on le voit, s'est retiré du champ de la lutte intéressée pour s'inscrire, pour essayer en tout cas de s'inscrire, on va dire, dans le territoire qui sera marqué par Nejma, qui est un territoire de celui qui est
déterritorialisé de fait parce qu'il est émigré, peut-être aussi exilé, et qui se retrouve ailleurs. Donc pour s'inscrire dans un ailleurs qui n'est pas à l'intérieur du champ du libéralisme. Peut-être c'est la marge ou la périphérie dont nous parlons tout à l'heure. Alors, ce Gabriel, tu le décris si bien, hein. Il tente quand même de participer au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui est très peu présent dans la littérature française contemporaine. Oui, tout à fait. Justement, c'est l'une des thématiques qu'explore le roman, c'est-à-dire l'histoire part l'histoire part d'un pas de côté. Et dans tout le roman, Gabriel, en fait, essaye de comprendre quel a été le déclencheur de ce pas de côté qu'il a fait, à la fois dans sa carrière, mais aussi dans son positionnement social et dans sa vision du monde. Pour lui, peut-être c'était la rencontre avec Nedjma, ou peut-être c'était autre chose, peut-être c'était juste l'épuisement et la fatigue de ce système qu'il a essoré, qu'il a pressé, et qu'il a vidé en fait de sa substance. Et donc à un certain moment, même lui, même si on voit bien dans le roman qu'il est lucide politiquement, c'est-à-dire il comprend les choses politiques, mais il n'a jamais été, on va dire, militant, ni actif. Et d'ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, il a été entraîné par un autre personnage qu'il a rencontré par hasard, Max, qui lui est la figure archétypale du militant. Et c'est pour ça que il n'y a pas une seule réponse à ce qui a motivé, on va dire, Gabriel pour s'inscrire dans le mouvement des Gilets jaunes, mais comme tous les mouvements d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, comme peut-être le Hirak dans le contexte algérien ou d'autres mouvements qu'on a vus ailleurs, parfois, lorsqu'ils arrivent, ils emportent les gens dans leur mouvement, dans leur sillage, et puis chacun, finalement, a sa propre raison de suivre et de s'inscrire dans le mouvement. Et pour Gabriel, c'était justement peut-être cette volonté de l'extinction, c'est-à-dire en étant complètement désintéressé de la lutte matérielle, voire même de la lutte sexuelle, de l'accumulation, en tout cas de l'accumulation matérielle, sexuelle et tout ça, en étant désintéressé et en se retirant de ce champ, peut-être il s'est retrouvé de facto inscrit dans un autre champ, justement pour échapper à l'extinction. Mais comme on le voit à la fin du roman, les choses ne tournent pas finalement comme il l'aurait souhaité. Et il y a aussi dans ton roman, ce qui est une réussite aussi, hein, les fractures de la société française d'aujourd'hui. Alors, ces fractures pourraient s'avérer encore plus puissantes dans une année, mais l'ambiance n'est pas, on va dire, tranquille aujourd'hui, dans la mesure où il pourrait s'agir d'affrontements qui sont présents dans ce roman. Absolument. Tout le roman est traversé par le champ de la lutte sociale. Et je ne sais pas ce que j'ai réussi à creuser, en tout cas, cette question, mais justement, dans une société, on va dire, dans des sociétés, parce que ça concerne vraiment tout le monde occidental, voire aussi nos sociétés, que ce soit d'Afrique ou d'Orient ou d'autres régions du monde, ce sont des sociétés post-chute du mur de Berlin, c'est-à-dire post ce qui a été décrit comme ce qui aurait pu être la fin de l'histoire, et qui s'est avéré finalement, au contraire, une accélération de l'histoire, contrairement à ce qui a été dit. Et donc, dans ces sociétés très profondément marquées par le libéralisme, l'individualisme, on se rend compte en fait que les luttes sociales ne sont pas complètement éteintes et que les luttes ne disparaissent pas. Elles se déterritorialisent, elles changent de champ, de voie, de forme,
parfois même de discours, mais elles sont présentes. Et lorsqu'on regarde par exemple comment les médias actuellement présentent le champ politique en France, on présente avec une fracture entre ce qui serait une gauche ou ce qui reste de la gauche, ou la réminiscence peut-être aussi de la gauche historique, du Front populaire, et ce qui est aussi une droite revigorée, en tout cas, ou une droite qui se déplace de plus en plus loin vers la droite ou vers les extrêmes sur l'échiquier politique. Mais ce que montre le roman, c'est que parfois, justement, les hommes et les femmes ne sont pas forcément déterminés par ces catégorisations médiatiques. Et que l'humain, quand il ne fait pas, parce que c'est ce qu'a essayé de faire Gabriel dans le roman, que lorsque l'humain essaye de ne pas faire la politique, il se retrouve pris dans le politique. Parce que l'humain est essentiellement et fondamentalement un animal politique. Voilà, c'est pour ça que le roman montre, on va dire en arrière-plan, les luttes, les risques, qui portent évidemment des drames, mais aussi peut-être aussi des ouvertures, des espoirs. Tout à fait. Alors, il y a aussi dans ton roman la présence de l'histoire avec grand H. Alors, on peut dire que la relation entre Gabriel et Najma est elle-même prisonnière de la relation entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire ainsi? Merci Youssef pour cette question extrêmement pertinente. Et ça montre le lecteur avisé que vous êtes. Oui, il y a aussi ça, c'est-à-dire non seulement en arrière-plan, il y a l'humain est déterminé, en tout cas il est traversé par tout ce qui est politique, mais par tout ce qui est politique, pas seulement ad hoc, c'est-à-dire ici et maintenant, mais aussi de ce qui a été, et donc de l'histoire. Et évidemment, lorsque Nedjma vient en France, Nedjma, elle est à la fois une émigrée algérienne, mais aussi, elle traîne avec elle, comme nous tous d'ailleurs, une part d'une histoire, d'un pays, d'un ailleurs, et peut-être pas forcément une part, parfois l'intégralité de cet ailleurs, et l'intégralité de cette histoire avec ses contradictions, avec ses sens et ses contradictions. Et de l'autre côté aussi, Gabriel aussi, qui rencontre Nedjma, qui a changé sa vie, qui l'a sauvé 2 fois dans le roman, qui le sauve d'abord de l'accident, donc elle le sauve pour de vrai, réellement, elle le sauve d'un accident, et puis aussi qui le sauve d'une manière métaphorique parce qu'elle l'a sauvé du naufrage de sa vie. Elle a donné du sens à une vie qui était un peu vidée complètement. Mais Gabriel aussi, lorsqu'il aborde Nedjma, lui-même aussi est porteur d'un ensemble d'événements, d'histoires, de déceptions, de projections, donc sur lesquels il n'a pas de maîtrise en réalité. Ça se fait malgré lui, avec lui, pour lui et contre lui, donc dans une contradiction qui fait toute la particularité et l'essence de ce qui est humain. Et donc ces 2 personnages, lorsqu'ils se rencontrent, évidemment, c'est une histoire qui dialogue avec un objet transitionnel dans le roman, qui est le revolver, le pistolet que Gabriel a toujours traîné dans son bureau sans savoir pourquoi d'ailleurs, et qui à un certain moment se retrouve, on va dire, décisif dans sa relation avec Nedjma. Il y a aussi d'autres personnages dans le livre. Il n'y a pas que Gabriel et Nedjma. Alors il y a cet homme qui vient souvent dans le quartier voir une amie à lui et qui demande toujours une cigarette à Gabriel et qui va lui sauver la vie. Oui, parce qu'en fait, dans ce roman, il n'y a pas que ce personnage. Il y en a d'autres qui ont un peu cette
cette particularité qui ne sont pas à la fois, ce ne sont pas des personnages secondaires, mais justement, ce sont des personnages un peu à la Balzac, c'est-à-dire des personnages qui ont d'autres destinées ailleurs, qui ont leurs propres histoires et qui ne sont pas neutres et qui croisent la vie du protagoniste du roman, ont une influence passagère sur lui, parfois elle est décisive, mais parfois aussi elle est insignifiante parce que, et c'est là aussi qu'on interroge la condition humaine, parce que l'homme, pour moi, a cette particularité d'être à la fois, et on retrouve ça dans la lutte politique aussi, l'être humain, c'est l'être qui à la fois se sont concernés par tous les drames du monde et qui peut dormir tranquillement le soir. C'est vrai. Alors il y a aussi Abel, le fils de Nejma, donc et qui lui veut revenir dans le pays des origines. Oui, Abel, c'est cette partie du Nejma qui est elle-même une partie de l'Algérie, cette partie qui veut peut-être repartir, même si lui, Abel, peut-être il n'est pas venu d'Algérie comme sa mère, il est aussi un Français. Et d'ailleurs, c'est l'une des thématiques principales du roman, c'est la condition, le devenir des enfants des émigrés qui se retrouvent à la fois dépositaires d'histoires très lourdes et dramatiques, et dont ils se retrouvent parfois responsables à leur insu ou malgré eux. Et donc Abel, après le drame qu'il y a eu avec Thomas, manifeste un désir, une volonté de retourner dans l'Algérie, l'Algérie de ses pères, comme il l'appelle, l'Algérie de ses pères, et que ni Nejma n'accepte volontiers ce désir, ni Gabriel. Et c'est là aussi où l'écriture romanesque est intéressante pour moi, parce que le roman nous permet de croiser justement, de croiser les désirs. Parce que parfois, le désir du fils peut être contraire et même antagoniste avec celui de la mère, parfois. Avec tout ce que ce mot mère peut signifier à la fois sur le plan concret et aussi sur le plan symbolique. Très bien. Si tu veux bien, on va passer la parole à nos amis pour des questions, des remarques, voilà. L'idéal, c'est que les questions soient précises et brèves, mais ça, c'est l'idéal. Donc, la parole est à vous. Alors, Karim Naïtou Slimane, marhaba ici. Bienvenue au Café littéraire de l'impondérable de notre ami Youssef Zirem, un café littéraire quasi légendaire qui perdure depuis 9 ans et ce n'est pas rien. Et on peut dire que c'est le seul café littéraire parisien hebdomadaire dans cette ville lumière. Alors, Karim Naïtou Slimane, d'abord bravo pour ce roman qui interroge, qui élève la réflexion. Je vous félicite pour toute cette énergie déployée sur les réseaux sociaux. Vous apportez un regard neuf, à la fois sociologique et philosophique. Vous participez ainsi à l'émancipation des sociétés. Alors j'ai 2 petites questions pour vous. Alors, la quête de confort et de stabilité dans nos sociétés contemporaines n'aboutit-elle pas, paradoxalement, à une perte de liberté intérieure en neutralisant toute forme de lutte nécessaire
à l'émancipation. Oui, la quête. Merci déjà pour les compléments que j'accueille avec beaucoup de modestie parce que je suis en réalité qu'un élément dans un groupe, dans un travail collectif. Nous essayons de poursuivre ce que nos aînés comme Youssef Zerem ont commencé et tant d'autres. Et il y a vraiment beaucoup de voix algériennes qui essayent en tout cas de travailler, de se faire entendre dans le champ politique et aussi culturel et intellectuel. Merci beaucoup. Alors, pour la question du confort, c'est vrai, nos sociétés actuelles, et c'est ce que j'ai essayé d'aborder dans ce roman, c'est que il y a la recherche du confort qui est liée à tout ce champ lexical qui tourne autour de la success story à l'américaine, hein, parce que le libéralisme trouve sa manifestation la plus aboutie là-bas, la plus aboutie, en même temps la plus exagérée, la plus vulgaire, et c'est pour ça que c'est intéressant d'observer ce qui se passe là-bas. Et je dis vulgaire, pas dans le sens forcément péjoratif, mais en tout cas vulgaire qui se manifeste, qu'on peut voir facilement, très superficiellement d'ailleurs. Et donc, dans ce champ lexical lié à la réussite sociale, il y a le concept, l'idée, en tout cas, l'idée de la recherche d'un confort qui ne donne pas forcément sens à la vie humaine. Ça se rajoute à à toute cette thématique que je critique dans le roman, qui est la thématique de l'accumulation, qui est propre au libéralisme, c'est-à-dire la réussite, c'est accumuler plus d'argent. Et même au niveau sentimental, c'est accumuler plus de conquêtes, accumuler plus la plus grande voiture, la voiture la plus rapide, la voiture la plus chère, la maison la plus grande, alors qu'on ne dort que dans une chambre en réalité, sur un seul lit, il n'y a aucune personne qui peut dormir dans plusieurs chambres à la fois. Donc, mais c'est comme ça, il y a l'idée de l'accumulation. Et donc, cette idée du confort s'inscrit dans toute cette vision. Et si vous remarquez dans le roman, justement, Gabriel, le personnage principal, il est celui qui sort du confort. Parce qu'il a une carrière toute tracée. Il est cadre dans une mairie, d'une ville plutôt bourgeoise, tranquille, où rien n'arrive. Donc, ce qu'on appelle une carrière toute tracée. Et qui, après sa rencontre avec Nedjma, décide de faire un pas de côté et de tout arrêter. Donc sort du confort sans tomber vulgairement dans ce qu'on appelle aussi dans le libéralisme sortir de la zone de confort. C'est pas ça du tout. C'est faire le pas de côté, c'est juste chercher autre chose. Et là, il découvre en fait un aspect qu'il n'avait auparavant jamais exploré de sa personne, de son humanité, qui est ce que j'appelle dans le livre l'inéluctable, ou cette liberté qui naît dans la compréhension de sa propre incapacité à être libre, en fait. C'est l'émancipation dans le déterminisme. C'est un peu, ça semble contradictoire, mais admettre que l'être humain n'est pas que rationnel, n'est pas un être entièrement fait de raison. Parce que la raison veut toujours qu'on garde son poste, on garde sa carrière, on cherche le plus d'intérêt possible, d'intérêt individuel, à accumuler toujours. Mais ce qui caractérise l'homme, et c'est ce que découvre Gabriel au fur et à mesure, c'est que parfois, le sens vient dans la rupture avec cet intérêt immédiat et matériel. Et c'est là qu'on commence à accéder à un autre univers. En tout cas, c'est ce que expérimente, au sens propre de ce terme, Gabriel dans le roman. Merci. Alors, votre livre interroge la disparition du conflit comme moteur de sens. Une vie sans lutte est-elle encore une vie pleinement humaine? Ou glisse-t-on vers une forme de vide existentiel? Ah, merci pour cette question. Vos questions sont vraiment profondes. Parce que là, vous interrogez vraiment l'essence de ce roman, c'est-à-dire la place de la lutte dans tous ses sens,
dans une vie humaine. Et la définition de ce qui est la lutte, parce que c'est une lutte sociale, politique, économique, individuelle, matérielle ou existentielle. Et ça, ce sont la réponse à cette question, en fait, ne peut pas être une réponse achevée. Parce que sinon, j'arrêterais le sens de l'humanité. C'est l'une des choses, c'est l'une des pistes que le roman ouvre seulement. Et puis, c'est à chacun de lire et d'essayer justement de donner sens à ce qui nous... Parce que la lutte ici, évidemment, est corollaire de la question du désir. Qu'est-ce qui nous fait se lever le matin, nous laver, nous habiller, sortir, aller travailler, et puis à un certain moment, peut-être partir, émigrer, repartir, revenir, s'engager dans des mouvements politiques, se retirer à un certain moment, aller se rendre dans un café littéraire. Tout ça, en fait, ce sont des interrogations intimes. Il y a la question de l'amour aussi, c'est-à-dire, pour moi, la définition de l'amour, c'est justement la rupture avec l'accumulation. C'est à partir de quel moment quelqu'un qui a les moyens décide de dire c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne. Et pourquoi? Et puis dans cette relation aussi avec cette personne, il y a aussi ce phénomène aussi d'accumulation du plaisir, mais dans le même endroit. Parce que l'amour, c'est entre deux êtres, c'est aussi une accumulation infinie de ces moments que je décris parfois dans le roman, de ces moments d'intimité, mais aussi de ces moments où qui donnent sens à une vie, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai répondu à cette question, mais c'est une question à laquelle on ne peut pas, en tout cas, répondre de manière définitive. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Legit. Merci pour ce clin d'œil aussi. Évidemment, Nedjma, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage. C'est un hommage, évidemment, en tout cas pour moi, à l'un de mes maîtres à penser et surtout de mes maîtres à écrire, qui est Kateb Yassine. Parce que le roman Nedjma, c'est l'un des rares textes, en tout cas de la littérature algérienne, qui ne peut être épuisé en fait par la lecture ou par l'interprétation. C'est un texte qu'on ne peut pas interpréter, c'est un texte qu'on peut subir, vivre, lire, relire. Et moi, ça m'a marqué pendant mes années d'études à l'université d'Alger, même ici en France. Et cette idée, c'est l'idée de cette femme qui est à la fois la femme et qui est aussi l'amoureuse, la mère, la nation, le pays, c'est tout, qui est un tout en fait, m'a toujours fasciné. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas faire revivre le personnage de Kateb Yassine, c'est impossible. Mais en tout cas, de mettre quelque chose peut-être dans cette âme, entre les lignes, quelque part dans le livre, et d'attendre, d'espérer. Si tu permets, mon ami Karim, je voudrais dire un mot du roman Nedjma. Alors, Nedjma a été écrit à Paris. Alors, Kateb Yassine, assez jeune à cette époque-là, fait la connaissance d'un Algérien qui a un café-hôtel dans le 13e arrondissement. Et il sympathise beaucoup et le monsieur l'accueille chez lui donne une chambre dans l'hôtel et lui donne même parfois un peu d'argent et c'est comme ça que Kateb Yassine a écrit ce livre alors qu'il avait des moyens très limités venant à Paris. Il se trouve que dans le même café aussi,
et avec le même patron, un Algérien venu de Kabylie, qui avait une épouse française. Dans la cave du café, s'étaient réunis en 1942, durant l'été 1942, des francs-tireurs kabyles, donc des gens qui combattaient le nazisme. Et c'est dans cette cave qu'ils ont écrit des tracts en langue kabyle appelant à tenter de sauver des enfants juifs. Et c'est ce qu'ils ont fait grâce à la mosquée de Paris, grâce principalement au Cheikh Ben Rabeit. Ça, c'est c'est un épisode de l'histoire. Hein. Et donc, c'est dans le même café. Merci pour cette information. Bonsoir. Alors, j'ai cru comprendre que votre roman évoque des luttes collectives, puisque les Gilets jaunes, c'est une lutte collective. Est-ce que vous pensez, comme moi je le pense, que les luttes collectives, quelles qu'elles soient, que ce soit Gilets jaunes ou autres, ou lutte de libération, etc., elles prennent pas racine d'abord dans des luttes individuelles, c'est-à-dire qu'on a tous les gens présents ici, on a tous vécu des situations d'injustice individuelle, que ce soit enfant à l'école ou n'importe où. Et est-ce que c'est pas ces injustices individuelles qui nous font prendre conscience et qui nous font intégrer plus tard des luttes collectives? Merci pour cette question très très intéressante. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai le droit à un public très avisé. Votre question, je pourrais répondre par un autre roman et vous, par la suite, vous me répondrez par un autre roman et ainsi de suite, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une question infinie. Et c'est ce que j'essaie en fait d'interroger dans le roman, c'est cette relation de va-et-vient. Parce que c'est vrai, on peut dire que, vous avez tout à fait raison, que évidemment, notre engagement dans des luttes collectives, évidemment, émane de notre vécu aussi et de nos luttes intimes. Hein, et c'est pour ça que généralement dans la dédicace de ce livre, j'aime bien quand je fais la dédicace écrire que ce livre ou cette histoire est issue d'une lutte. Évidemment, c'est issu, cette écriture vient de mes luttes, évidemment. Mais aussi, elle dialogue avec d'autres luttes. Et donc, quand on s'inscrit dans des mouvements collectifs, évidemment, on part de nos propres luttes. Mais l'inverse aussi m'intéresse, parce que par la suite, nous nous retrouvons façonnés par ces luttes collectives. Et c'est ce qui m'intéresse réellement, c'est cette notion de devenir. Parce que collectivement, on peut faire le bilan très rapidement et certains tirent des conclusions hâtives sur les mouvements, les gilets jaunes, ça n'a servi à rien. Le Hirak, ça n'a servi à rien. Vous voyez, on peut faire ça. La révolution algérienne n'a servi à rien. Des conclusions hâtives, parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre collectif, c'est-à-dire par rapport aux objectifs collectifs annoncés, ou en tout cas peut-être juste postulés au départ. Mais en réalité, l'effet de ces mouvements collectifs va au-delà même des causes sociales ou politiques ou économiques qu'ils prennent en charge au départ, parce que ça change les individus. Et par exemple, lorsqu'on regarde l'Algérie maintenant, l'Algérie post-Hirak n'est plus, l'Algérien post-Hirak n'est plus l'Algérien d'avant le Hirak. Et l'Algérien aussi de la colonisation a cessé d'être après l'avènement de l'Algérien de l'indépendance après 1962. Alors pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, ça marque durablement et profondément les hommes. Et c'est pour ça que cette thématique de la lutte m'intéresse énormément. Merci. Alors, je voudrais savoir comment est né ce titre, parce que Extinction de la lutte, du domaine de la lutte, est poignant. Il interroge plusieurs domaines de réflexion, notamment la conscience humaine. Alors, ce titre est né d'une indignation personnelle. Et là, je vais vous faire un aveu, pas pour la première fois, parce que je l'ai fait lors de ma présentation de ce roman à Lyon, à sa sortie. J'ai dit que en fait, j'aime Houellebecq.
En fait, je l'aimais à une certaine période. Parce que, à l'époque, il a écrit, par exemple, Extension du domaine de la lutte. C'était un écrivain intéressant à lire. C'est un écrivain intéressant à lire. C'était quelqu'un qui travaillait de la littérature de l'intérieur et ayant lu, on va dire, la plupart des classiques français, la plupart aussi des textes de la littérature maghrébine, d'expression française, africaine et même, on va dire, de la littérature mondiale, en tout cas les classiques, ou même certains livres qui ne sont pas considérés comme des classiques, mais en tout cas qui ont marqué la littérature. Je pense notamment à Céline, par exemple, à Mort à crédit, par exemple. Lorsque j'ai découvert Houellebecq, il m'a fasciné tout de suite, en tant qu'écrivain. Je parle du travail d'écriture. Et puis par la suite, quand j'ai commencé à le suivre, donc jusqu'aux particules élémentaires, ça tenait la route, c'était bien, c'est un grand roman. Mais par la suite, lorsque je commençais à lire tout ce qu'il publiait, j'ai vu comment l'idéologie a tué la littérature. Et ça m'a profondément indigné, ça m'a profondément touché. Et je suis resté marqué par cette indignation, par cette amertume, parce que c'est un écrivain que j'ai aimé au départ et que j'ai détesté dans le sens vraiment littéraire du terme. C'est-à-dire, je me disais, c'est quelqu'un qui fait du mal à la littérature, en tout cas de mon point de vue. Et voilà. Et après, ça a commencé évidemment à dialoguer dans ma tête. J'ai essayé de dire comment répondre à ça, comment m'inscrire dans ce débat. Et je vais vous faire maintenant une autre confidence que je fais pour la première fois. Au départ, ce livre devait sortir sous forme d'un essai. Parce que par ma formation universitaire, je suis plus apte à écrire des essais que des romans en réalité. Et donc pour moi, le premier réflexe, c'était celui de répondre par l'essai, avec ce titre, Extinction du domaine de la lutte, mais faire une étude de toute l'œuvre de Houellebecq et montrer comment son écriture s'est dégradée, elle n'a pas évolué pour moi. Pour montrer comment sa littérature a pourri, en fait. Et puis, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, quand je me suis mis à écrire, au lieu de tracer une problématique et un plan, comme on fait avec les essais, je me suis retrouvé à écrire des scènes. Des personnages ont commencé à venir, à se bousculer, et j'ai commencé à les suivre, et puis petit à petit, j'ai tissé une trame romanesque, et puis au fur et à mesure, on est arrivé sur un roman. Voilà. C'est comme ça que ce titre, et même ce projet est né, en fait. Vous vous êtes inspiré de personnages réels? En fait, tous les écrivains s'inspirent plus ou moins de personnages réels, mais sans être un livre autobiographique où les personnages, vous savez, on peut croiser une femme ou un homme dans la rue, et puis par sa manière de marcher, d'être, de parler, il peut nous inspirer. Moi, il m'est arrivé de prendre des notes sur des personnes que j'entendais parler devant moi, parce que j'ai entendu un trait d'esprit, une manière de regarder, de rire, qui m'a marqué. J'ai pris des notes en essayant. Donc oui, ça arrive. Mais évidemment, ça reste toujours de la fiction. Merci. Oui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de morts dans votre livre. Et ce qui m'a marqué, c'est celui de la mort de Thomas. Est-ce que Thomas mériterait de mourir pour des propos racistes? Oui. Pourquoi vous avez évoqué cette scène? C'est vrai que ça fait rappeler l'histoire, ça fait rappeler pas mal de choses. Ouais. Mais pourquoi vous avez choisi la mort de Thomas, que Abel tue Thomas? Ouais, merci pour cette question. Franchement, aujourd'hui, j'ai droit à des questions qui vont... Ce passage, cette scène, je vous assure, Day Youssef est un romancier, je suis sûr qu'il sait de quoi je parle. Cette scène, ce passage, il s'est écrit en dépit de ma volonté, en fait. Je vous assure. Et si vous me permettez, je peux vous lire l'extrait de la scène, parce que c'est venu comme ça. Et puis vous allez voir, je vais vous lire la scène une fois qu'il l'a poignardé. Donc Thomas tient des propos racistes contre Abel. Et à la fin, Abel le prévient, le menace. Et à la fin, il passe à l'acte et il le poignarde.
Mais regardez ce qui s'est passé après, je vous assure. Et le geste de le poignarder, et ce qui est venu après, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé et qui a donné une tournure nouvelle au texte. Et peut-être tout à l'heure, je vous dirai 2-3 mots sur le processus d'écriture. Je vais vous lire la scène, si vous permettez. Alors, je dois juste retrouver. C'est la fin de la première partie. Voilà. Alors, donc, cette scène, c'est le moment où Abel, le fils de Natuma, poignarde. Et je vous la lis pour que vous fassiez peut-être votre idée, parce que c'est quelque chose que, croyez-moi, moi-même, je n'arrive pas à interpréter. J'hésite en tout cas à lui donner un sens. Fatal, en plein thorax, plusieurs fois, la lame plongée, plusieurs fois plongée, le couteau, jusqu'à la garde, jusqu'au bout, tant de coups, net, la douleur et les cris, un long râle, la nuit éventrée, les rires et les querelles d'enfance éventrés, éventrés tout, éventrés les anniversaires, les courses en vélo, les châteaux de sable, les bonbons, éventrés, déchirés, emportés, disparus, dissous dans un ciel de ténèbres infinies, parce qu'il le fallait, le supprimer parce qu'il le fallait, parce que c'était écrit ou à écrire en lettres de sang sur ce pavé ou sur un champ perdu, quelque part dans le ciel des idéaux trahis, des lumières ou des ténèbres, à cause d'une insulte, de quelques mots de travers, ou peut-être à cause de ce premier pas, celui de ce soldat débarqué 2 siècles plus tôt, ou de cette valise qui avait devancé le cercueil, du dernier pied noir reparti 1 siècle plus tard, vers l'autre rive, d'où tout avait commencé, ou peut-être à cause de ce pas manqué du dernier des justes, qui n'avait pas eu le temps de parler, qui n'avait pas pu dire la vérité, toute la vérité interdite, proscrite, depuis le premier jour, depuis toujours, cette malédiction originelle qu'on se refile de père en fils, depuis Abel, le premier, jusqu'à celui-ci, le dernier des hommes, pécheur accablé par la honte, par la faute, les fautes, toutes accumulées, se rajoutant les unes aux autres, les unes sur les autres, pour former ce fait, celui qu'on traîne, qu'on se passe de génération en génération, de plus en plus lourd, de plus en plus infécond. Depuis ce crime tragique, l'originel, jusqu'à ce bras levé, abattu. Oui, vas-y, tue-le, tu es dans ton droit, tue-le, Abel. Fais-le, comme jadis l'avait fait ce fantassin, le premier débarqué de sa lignée sur les côtes de Sidi Frog, avec ce régiment de colons. Oui, de colons, Abel, de colons, mon amour. Plante-le, ce couteau. Plante-le dans sa chair innocente, puisque nul ne pourra plus jamais l'être, ne l'a jamais été. Innocent, plante-le dans le cœur de Thomas. Oui, Thomas, l'ami, Thomas, l'ennemi, Thomas l'innocent, comme Abel, le premier Algérien à tomber, innocent aussi, sur les côtes de Sidi Frog. Sidi Frog. L'on ne tue jamais pour des raisons qui nous appartiennent. Jamais. On est toujours délégué pour des comptes qu'il faudrait régler. Les mêmes comptes, ces comptes qu'on ne règle jamais. Tue-le aujourd'hui pour mourir demain. Tue-le, Abel. Tue-le pour que vive cette putain dont tu ignores tout. Tue-le pour son honneur, même si d'honneur, elle n'en a pas. Tue-le aujourd'hui pour mourir demain. Merci. Farid. Comme disait Majoud, est-ce qu'il y avait du soleil au moment où il y avait ces coups de couteau? Non, c'était la nuit, c'est pas comme Étranger de Camus. mais c'est bien de faire le parallèle aussi, oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est pas le soleil. C'est le jour et la nuit.
Certaines choses nous échappent, se font parfois malgré nous. S'il n'y a plus de questions, peut-être. Je sais pas, il n'y a pas aucun. On va prendre peut-être une ou deux questions si c'est possible, avant la dédicace. S'il n'y a pas de questions, bon, on va aller vers la dédicace. D'accord, merci Karim Naïtou Slimane d'être venu à l'Impondérable et continue à écrire, continue à nous donner de superbes textes comme celui-ci. Merci. Merci Youssef et merci à vous. Merci.